Bonjour Morad Alatab. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Street Reporters. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. Alors pour ceux qui nous regardent et qui ne vous connaissent pas encore, Morad Alatab, vous êtes donc conseiller expert en investissement stratégique et en intelligence économique, mais également écrivain et philosophe. Vous êtes notamment lauréat du prix littéraire pour la paix et la tolérance pour votre livre Chronique d'un buveur de lune chez Albin Michel. Alors aujourd'hui, nous vous recevons pour parler de votre dernier livre, Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle, aux éditions Perspectives Libres, mais pas que. Nous en profiterons également pour revenir ensemble sur l'actualité d'un point de vue géopolitique et économique. D'abord, moi je tenais aussi à vous remercier pour cette chaleureuse invitation, puisque comme je le dis, tous ces nouveaux médias qui, comme Street Reporter aujourd'hui, investissent le champ public, sont probablement à l'avenir, tant nos médias mainstream se refusent à respecter la charte de Munich, établie en 1973. Et aujourd'hui, on voit des médias comme intuitivement, naturellement, comme Street Reporter, qui s'en font l'écho. Donc c'est pour ça que j'accepte volontiers d'être interviewé par vous. Eh bien écoutez, merci de votre confiance. Alors pour revenir à votre livre, donc Vladimir Poutine, le nouveau De Gaulle, en lisant votre livre, vous donnez le sentiment d'une certaine admiration pour Vladimir Poutine. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Parce que c'est quand même un homme qui est très clivant aujourd'hui. Disons que c'est plutôt du pragmatisme et une lecture juste des événements, et l'admiration en est juste la conséquence. Il y a peu d'hommes d'État qui font réellement à ce point leur devoir aujourd'hui en termes de souveraineté. Et c'est l'idée que je développe dans ce livre, c'est-à-dire en termes de devoir. On dit souvent que le pouvoir c'est prévoir, mais le pouvoir c'est aussi montrer l'exemple. Et j'ai envie de dire, il faut toujours se garder l'admiration d'un homme jusqu'à l'idolâtrie. Mais en l'occurrence, si vous faites la lecture géopolitique de ce qu'a promis Poutine dès 1999 à sa première élection et ce qu'il en a résulté avant le premier embargo en 2014, c'est une progression phénoménale pour la classe moyenne russe. Et en l'occurrence, les Russes lui sont largement redevables, d'où ces réélections qui sont nulles contestées d'ailleurs, qui ne souffrent point de critiques. Et c'est pour ça que je crois qu'on essaye parfois de réduire l'admiration à Poutine comme sorte de poutinolâtrie ou idolâtrie à la Russie, alors qu'en réalité, ce qui me préoccupe moi, c'est ce qu'il y a derrière. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'il y a derrière Poutine, c'est ce qui manque littéralement à la France. Poutine se refuse de faire la promotion du LGBT. Vous comprenez pourquoi il est à ce point aussi interpellé. Nous, en France, on passe notre temps à nous dire que à l'école publique aujourd'hui, il faut enseigner aux enfants, c'est ce qu'a déclaré récemment M. Ndiaye, l'éducation sexuelle à travers la transidentité et le transgenre. Est-ce que vraiment, c'est à quoi les parents français aspirent? Est-ce que c'est vraiment une priorité? Voilà. Donc, on voit qu'on est dans deux champs d'application différentes. Un homme qui a une stature d'État et qui porte des projets souverains pour protéger son peuple, et puis la décadence permanente dans laquelle aujourd'hui la France se trouve, et puis aussi notre perte d'influence sur le plan international. Regardez, aujourd'hui, le continent africain se détourne de la France, on a joué les laquais de l'OTAN, et au final les Américains choisissent la Turquie pour régler pour jouer les émissaires entre la Russie et l'Ukraine. On a découvert récemment par un El-Manar, un journal iranien, que Macron avait tenté de demander aux Iraniens d'intervenir dans la danse. Mal lui en a pris. Donc c'est en ce sens où je trouve que la personne de Vladimir Poutine, ce qu'elle incarne en termes de pouvoir et d'exercice du pouvoir, est très intéressante. Mais ce n'est pas de l'idolâtrie. Je vois, merci pour ces explications. Alors, ce que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est ce passage. Vous dites « Nous avons en commun ces périodes sombres et ces moments de rayonnement ».
Je souhaite revenir un peu plus en détail sur ce sujet. Quand vous dites période sombre, j'imagine que vous faites référence notamment aux guerres et aux différentes révolutions. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises dans votre livre, vous comparez notamment mai 68 aux manifestations des rubans blancs en Russie. D'après vous, quel pays ou organisation se cache derrière ces crises que vous dites artificielles ? Historiquement, je vais y répondre concrètement. Historiquement, on a le Royaume-Uni, par extension les États-Unis et Israël, et la logique est toujours la même. La logique est toujours la même, c'est-à-dire que c'est détruire sans faire la guerre des pays problématiques, ou bien les amener à s'autodétruire, ou bien créer des guerres éventuellement, pour ensuite les retourner leur gouvernement, d'ailleurs c'est ce qui se passe en France, et c'est de la subversion au sens d'un renversement de l'ordre établi, et les organisations sont plus ou moins connues. Aujourd'hui, il suffit de faire des recherches pour constater que ces organismes sont plus ou moins des fausses barbes de ces trois pays. Je vais vous citer, il y a les réseaux Soros à travers Open Society, il y en a bien d'autres, il y a les multiples instituts anglo-américains, je pense à Henry Jackson Society, et puis il y a aussi la Free Russian Foundation à Washington. La liste n'est pas exhaustive. Oui, bien sûr, il y en a bien d'autres. Et à l'inverse, vous parlez donc de ces moments de rayonnement, notamment sous la présidence d'hommes, je cite, de caractère qui ont su prendre leurs responsabilités. Alors, Morad El-Hattab, en quoi Poutine et De Gaulle sont différents des autres hommes politiques? Est-ce que ce n'est pas le rôle d'un président, justement, de prendre ses responsabilités? Qu'avez-vous voulu dire par là? D'abord, je constate que vous avez lu mon livre et que vos questions sont extrêmement pertinentes. Pour répondre à votre question, l'expression de caractère provient de Charles de Gaulle lui-même. Et le problème se situe dans l'absence de compréhension du rôle de l'État. On ne sait même plus aujourd'hui à quoi sert l'État, et nous avons des hommes qui agissent concrètement, j'ai envie de dire, contre les intérêts stratégiques français et contre le peuple français. C'est ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Et la leçon de tout ça, c'est que cette conscience de la responsabilité et du devoir des hommes d'État est en réalité réversible. Je m'explique. Il faut en effet des personnels politiques compétents et qui ont du caractère pour faire rayonner, d'abord dans la France, puisque dans la France, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je peux renvoyer à des affaires concernant l'actuel chef de l'État, en tout cas en l'occurrence l'affaire Alstom, qui est extrêmement problématique dans la mesure où on a vendu l'autonomie énergétique de la France. Et avec les questions qui se posent aujourd'hui, on voit qu'on a été handicapé en amont par la faiblesse de nos gouvernants. La comparaison est terrible aujourd'hui parce que si on remarque les fiascos à répétition de la diplomatie française, qui est, comme je le dis, détournée de ses intérêts, et en parallèle la crédibilité de la Russie et de la Chine, je crois qu'ils sont les seuls deux États, enfin on va dire, qui respectent aujourd'hui, et ça vous paraître ironique, le droit international. Face à des déstabilisations multiples. Et De Gaulle et Poutine sont des hommes politiques qui ont œuvré pour leur État au sens noble du terme. C'est quand même assez incroyable qu'aujourd'hui le Mali saisit les Nations Unies contre la France parce que cette dernière armerait et financerait des terroristes pour déstabiliser l'État malien. C'est quand même fou, on en est arrivé. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'on peut comparer la Russie d'aujourd'hui comme la France de Gaulle quand elle a porté une troisième voie, c'est-à-dire une alternative au communisme et au capitalisme? Oui, c'est évident, à condition de comprendre les fondements idéologiques de la partie la plus légitime du gaullisme
Depuis les années 30, Charles de Gaulle s'était posé la question sociale en des termes, j'ai presque envie de dire, ça va vous faire sourire, chrétiens. En prenant acte des abus que le communisme avait beau rôle de dénoncer. La participation gaulliste en a été la meilleure conséquence, malheureusement sabotée par des intérêts affairistes déjà à l'époque. Les intérêts affairistes, j'ai envie de dire, les plus rapaces en France. Pareil pour la Russie, c'est notamment sous l'impulsion de l'Église orthodoxe, après avoir lutté contre la criminalité financière. Donc je vous envoie d'ailleurs cet ouvrage Mac Mafia au cœur de la criminalité financière, d'Anton Grishman, je crois, qui fait apparaître que la criminalité financière internationaliste dans les années 90, suite à la chute du bloc communiste, et il a fallu se relever de tout ça. Effectivement, c'est ça la troisième voie que vous évoquez dans votre question. Sans doute parce que les Russes comprennent que de toute façon, la subversion internationaliste qui les vise, et qui continue à les viser, la force, et leur force, c'est qu'ils ont des moyens illimités. Et voilà, et on assiste aujourd'hui à un changement idéologique profond pour lutter contre elle, et on finira par triompher. Et c'est ce que nous ne comprenons pas encore en France, de fait de l'oubli des vertus chrétiennes et de l'histoire de la chrétienté contre l'usure. Et c'est en ce sens où on vit un tournant, et des journalistes tels que vous comprenez qu'il y a deux thématiques qui ne sont absolument pas évoquées aujourd'hui, que sont la subversion et la criminalité internationale financière. Ça, c'est très important qu'on puisse l'évoquer comme on le fait en ce moment. Absolument. Maintenant, Morad El-Hattab, on va revenir sur la Russie, qui est aussi au cœur de votre livre. Vous dites notamment dans votre livre que la Russie est renaissante. Vous parlez du renouveau de la Russie. Et pourtant, on a vu dans le conflit en Ukraine récemment plusieurs vidéos montrant des colonnes de blindés russes avec des drapeaux communistes, ce qui ramène donc, en tout cas ce qui nous renvoie à l'ancien régime. Quel message les militaires souhaitent-ils faire passer, d'après vous ? On voit en effet, parce que tout ça c'est globalement faux, on voit en effet dans beaucoup de sources subversives anti-russes françaises cette idée fausse que les Russes se revendiquent des bolcheviks. Et ça, ne faites jamais l'erreur. La Russie, c'est pas le bolchevisme. Et c'est absolument faux, et je détaille pourquoi dans mon livre, que ce sont des contresens hypocrites nourris par ceux qui ont nourri hier le bolchevisme et qui veulent faire porter le chapeau aux Russes. Il y a une lourde haine anti-russe, fanatique derrière tout cela, que je détaille dans l'ouvrage. Et les bolcheviks, c'est le pur produit de la finance internationale subversive qui a mis à mal l'empire tsariste, c'est-à-dire la Grande Russie. S'ils étaient 6000 au départ, c'est le bout du monde. Je vois. Alors, d'après vous, pourquoi la Russie n'envoie-t-elle pas plus de militaires en Ukraine ? Puisqu'elle elle dispose aujourd'hui de moyens humains quand même beaucoup plus conséquents, et matériels aussi. On a l'impression que cette situation est latente, alors que voilà, elle pourrait vraiment terminer le plus rapidement possible ce conflit. Elle ne fait pas appel à ses soldats d'élite. Enfin voilà, d'après vous, pourquoi ? Alors, c'est une excellente question dont j'aurais rêvé qu'un journaliste comme Darius Rochemin pose à ses invités sur LCI. Pour une raison très simple. C'est qu'avant tout, la Russie a choisi de ne pas déclarer la guerre à l'Ukraine, mais bien de mener une guerre contre l'OTAN. Ce qui n'est pas pareil, et c'est absolument pas la même chose. Une guerre contre l'OTAN en Ukraine. Et sans doute est-il aussi une volonté d'accélérer les réformes internes à l'armée russe, qui n'est pas encore satisfaisante, tout en augmentant les capacités de combat de la partie la moins aguerrie de l'armée russe. Officiellement, les Russes ne sont pas en guerre, on parle de conflit.
Et en Russie, s'ils étaient en guerre, ils auraient dû, parce qu'ils respectent le droit, faire voter la guerre auprès de la Douma, et en l'occurrence, nous avons des conscrits aujourd'hui sur le terrain. Bon. Et il est vraisemblable en effet que la résistance ukrainienne était supérieure à ce qui était anticipé, parce que surarmée par l'Occident, en l'occurrence la France en fait partie, mais c'est bien parce que l'OTAN n'arrête pas de la fournir en armement et en entraînement, dans une logique tout à fait contraire au droit international. Mais n'oubliez pas ce détail, votre question est très très intéressante, puisqu'effectivement, la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine, contrairement à ce qu'on dit, mais contre l'OTAN en Ukraine. Contre l'OTAN en Ukraine, oui. Mais c'est vrai que c'est intéressant votre réponse, et c'est vrai que ça va à l'encontre aussi de tout ce que nous pouvons entendre. De la doxa. Voilà, absolument, absolument. Disons que ça emmène une autre vision des choses. Et merci de votre opinion sur le sujet. Pensez-vous réellement que Poutine est l'homme de la situation aujourd'hui, sachant qu'il y a quand même derrière lui une ligne dure qui le pousse à radicaliser les positions russes, notamment sur le conflit ukrainien? D'abord, ces histoires de ligne dure, c'est un peu une formule journalistique pour constater les faits, mais pas les causes. Je m'explique. La cause, c'est quoi? C'est 200 ans de malhonnêteté et d'activisme subversif contre la Russie. On en a parlé tout à l'heure avec la chute de l'Empire tsariste et l'avènement du bolchevisme largement financé par la finance internationale subversive et mondialiste. Et tout ça, ça a été facilité par une très grande méconnaissance qu'ont les Occidentaux aujourd'hui, puisque ce n'est pas étudié dans les écoles, concernant la Russie et la réalité de son histoire. C'est avant tout parce que l'OTAN militarise au maximum l'Ukraine et en fait un bastion pour gêner au maximum la Russie. Et c'est pour cette raison que la Russie a été contrainte d'intervenir dès février 2022. Parce qu'ils savaient, on en a la preuve aujourd'hui, ça a été relaté par un journal local berlinois, que Zelensky allait attaquer le Donbass, voire la Crimée. Donc voilà, ils sont juste intervenus parce qu'ils avaient l'information. Mais croire que la Russie a une ligne dure, elle n'a absolument pas de ligne dure. Les Russes, encore une fois, ils répondent présents à la volonté de l'OTAN d'entourer cet État souverain de camps militaires. Donc je ne sais pas, moi, si demain on installe dans votre jardin des gens susceptibles de vous causer du tort ou du mal, est-ce que vous allez l'accepter? J'en doute fortement. Voilà. Ah oui, non, je comprends. Et puis on a vu effectivement aussi que la désinformation anti-russe prend de l'ampleur. On le voit au fur et à mesure que sa légitimité sur le plan international est de plus en plus forte, et notamment au Moyen-Orient, ça vous l'indiquait dans votre livre. Est-ce que dans cette réflexion, on peut également y rajouter l'Afrique et l'Amérique du Sud, d'après vous? Oui. Oui, et c'est aussi un héritage de la période soviétique qui n'est pas toujours bien digéré. D'ailleurs, n'oubliez jamais que, par exemple, pour un pays comme l'Algérie, pendant très longtemps, tout ce qui émanait de ces services spéciaux, on les avait appelés la section tapis rouge. Bon, vous voyez à qui on faisait référence. Bon. Ce qui est évident en tout cas, c'est que la Russie et la Chine, c'est important de rajouter la Chine dans cette histoire, sont aujourd'hui un nouvel espoir après la démolition de la France-Afrique, et surtout après des décennies d'abus anglo-américains qui ont frappé énormément et durement l'Afrique. Mais je crois que les Français, mais aussi les Africains, ont du mal à comprendre que c'était l'ancienne légitimité de la France-Afrique que d'avoir ralenti ces abus dans des circonstances et bien malin aujourd'hui qui dit qu'il pourrait faire mieux que ce qu'il y avait avant.
Mais la France était seule à l'époque de l'URSS, n'oubliez pas ce détail. Et aujourd'hui, la Chine et la Russie forment une vraie masse critique. Et la France a intérêt à le comprendre très vite, car en réalité, je pense qu'en réalité, la Russie et la Chine reprennent un combat français aujourd'hui oublié par les Français. Et c'est tout naturellement que géopolitiquement, nous nous effaçons, ou nous sommes effacés de l'histoire africaine. Eh oui. Et effectivement, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, de ne pas oublier de rajouter la Chine dans cette réflexion, oui. Alors aujourd'hui, on l'a vu, la Russie et la Chine offrent à l'Afrique et à l'Asie une libération des règles occidentales, on vient d'en parler à l'instant. Quelles sont pour vous ces règles et quelles en sont les contreparties ? Globalement, c'est le système de Bretton Woods. Bretton Woods et ses abus qui correspondaient à la mise en coupe réglée persistante du monde entier d'ailleurs. La Russie et la Chine, c'est bien que vous le rappeliez, surtout la Chine, font en réalité la même chose que ce que faisaient les Anglo-Américains dans le monde entier, parce que ces deux pays sont aussi encore engoncés dans leur même système. On va se parler franchement. C'est un système mondialiste basé sur la prédation. Et le fait d'aller capter des marchés chez les autres au détriment de leurs propres intérêts, ça reste du mondialisme. Bon. C'est la même problématique, et vous allez comprendre où je veux en venir, au sujet des contrefaçons chinoises. Je m'explique. On reproche aux Chinois d'avoir été intelligents, alors qu'on voulait leur vendre des Airbus pour les siècles à venir. Bon. En réalité, notre système, j'ai pas envie de dire, à notre système qui consisterait à créer des co-entreprises et à viser toujours le co-développement, sans idée prédatrice consistant à aller toujours chercher les marchés ailleurs, quitte à créer des esclaves d'un côté et des chômeurs de l'autre. Et c'est tout le système qui est malsain. Ce que j'explique à travers ce bouquin, c'est que la Chine n'a fait qu'en tirer parti pour pouvoir s'en émanciper sur le plus long terme, avec le risque de changer d'une domination à l'autre, c'est tout. La Russie, quant à elle, a pu s'en libérer grâce au protectionnisme imposé par les sanctions, ce qui est une bonne chose pour elle. D'ailleurs, elle a largement développé son secteur agricole depuis 2014, en créant une forme d'autonomie, et pour elle-même, et en étant capable de vendre sa surproduction. Mais cela ne change rien au fait que c'est tout le système capitaliste internationaliste qui doit changer, j'ai envie de dire, dans sa philosophie comme dans sa structure. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je ne fais pas... je me fais aussi un peu critique sur ce plan-là, quoi. C'est qu'ils n'ont pas apporté un nouveau système. Et en l'occurrence, la Russie, n'oubliez pas un détail, c'est qu'aujourd'hui, la Russie, qui est une moyenne puissance, n'apporte pas des engagements suffisants sur le plan du marché. Elle assure plus la sécurité, c'est son secteur clé auprès d'États africains, mais elle n'est pas là pour développer des secteurs d'activité marchande. Absolument. Et tout à l'heure, vous dites à l'instant, c'est tout le système internationaliste qui doit changer. Vous indiquez que la Russie doit s'affranchir justement de ces réseaux internationalistes financiers. Or, on a pu le voir depuis le conflit en Ukraine et les sanctions notamment. Nous constatons par exemple le retour de JP Morgan et la Bank of America dans les affaires financières russes. Pourquoi les laisser revenir ? C'est une façon subtile de ne pas toujours faire la guerre contre tout le monde. C'est aussi simple que ça. N'importe quel géopoliticien vous répondrait ça. Je veux dire, c'est lorsque des firmes étrangères croient pouvoir faire des affaires en Russie, c'est autant du lobbying qui ralentira l'effort de guerre unidirectionnel des Américains qui sont derrière l'Ukraine. C'est de la subtilité, et n'oubliez pas que Poutine n'en manque pas, au contraire, et il ne faut pas être dupe. Mais la dynamique globale, je vois à quoi sous-tend votre question, la dynamique globale est à l'abandon, c'est ce que constatent aujourd'hui beaucoup de gens, du système financier anglo-américain par l'Eurasie et le reste du monde. On voit qu'ils sont en train de s'organiser pour créer éventuellement un nouveau système financier qui serait basé sur les talons noirs.
D'ailleurs, la Chine, comme les Russes, ont rapatrié leur or et la Chine fait frapper à 99,99% son or dans une des plus grandes fonderies de Suisse. Donc il se prépare à quelque chose. Il se prépare. Mais alors, du coup, effectivement, quand on change autant le système monétaire international, on a pu le voir ce que ça avait comme conséquence, notamment en Irak ou en Libye. Donc, on voit bien que l'OTAN durcit le ton contre les deux acteurs majeurs des BRICS, que sont donc la Russie et la Chine, on vient de le voir à l'instant. Ils souhaitent s'émanciper du dollar et repenser les échanges commerciaux entre les pays. Est-ce que l'OTAN ne va pas rentrer en confrontation militaire justement contre ces pays afin de sauver le dollar comme principale monnaie d'échange internationale? Alors effectivement, vous présagez de quelque chose qui peut advenir. J'ajouterai à votre question qu'il faut ajouter dorénavant dans la volonté d'adhésion aux BRICS des États qui ne sont pas négligeables, comme l'Algérie, qui vient de créer le plus grand projet africain à travers la route transnationale qui traverse 9 pays quand même, quelque chose de colossal sur le plan des échanges intercontinents pour le coup. Et puis un autre pays qui est d'ailleurs c'est assez surprenant, mais ça prouve une nouvelle logique de la part de son dirigeant, qui est l'Arabie Saoudite. Donc ça c'est quand même des facteurs clés qui vont rentrer en compte. Alors, pour répondre à votre question, évidemment, et j'en ai déjà parlé dans un autre ouvrage sur la Libye, auquel je vous renvoie, qui s'appelle Saïf el-Islam Kadhafi, un rêve d'avenir pour la Libye, qui traite principalement de la géopolitique du pétrole. Mais posons-nous la question, et on en a parlé tout à l'heure en off avec les journalistes de Street Reporter, les deux guerres mondiales avaient le même but. La France ayant été soumise en 1817, exactement par la City de Londres, les deux guerres mondiales ont visé à la destruction de l'Allemagne monarchiste et de la Russie tsariste. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Et avec du sang français au passage. Les Français ont été amenés à la guerre pour détruire un système économique vertueux qui avait des racines françaises. Donc, c'est quoi le mondialisme actuel? C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure avec l'un de vos journalistes, somme toute brillant. Le mondialisme actuel, c'est le triomphe de l'ancien modèle économique dit anglais, c'est-à-dire celui qui ne sait que produire, selon la phrase de William Cobell, la famine au sein de l'abondance, ce qui vous renvoie à la phrase récente d'Emmanuel Macron, depuis la création de la Banque d'Angleterre, c'est-à-dire en 1694, et donc la guerre de tous contre tous. Et ce mondialisme, qui est au cœur de ce que vous avez évoqué à travers votre question, a fait oublier le système concurrent, c'est-à-dire le modèle soi-disant allemand, que les économistes de Lincoln avaient appelé le modèle américain d'économie physique, dont les racines étaient notamment françaises, entre Colbert et Napoléon. On écoute aux portes apparemment. Et un modèle qui était de producteur et non de boutiquier, qui est le modèle anglais. Donc un modèle vertueux et non pas de prédateur. Et c'est là où on voit les BRICS reprendre ce système originel allemand. D'accord. Et alors en parlant de BRICS, comment voyez-vous l'avenir des BRICS justement, voyant l'intérêt de plusieurs nations à vouloir l'intégrer? Très positivement. Très positivement, parce qu'en réalité, les anglo-américano-israéliens perdent leurs vassaux chaque jour. Voilà, et c'est une très bonne chose. C'est la conséquence de décennies d'abus multiples et de ce qu'avait prévu De Gaulle. N'oubliez jamais la phrase de De Gaulle, les Américains finiront par se faire détester de tout le monde. Et on est en plein dedans. Alors, pendant la montée du prix du pétrole au début de l'invasion ukrainienne, l'Arabie Saoudite, on en parlait tout à l'heure, a refusé de réduire sa production à la demande insistante de la France et des États-Unis. Ne serait-elle pas en train de se détacher des Occidentaux, sachant que l'Arabie Saoudite est très intéressée par les BRICS? C'est fou, vous aviez déjà la réponse à ma question en vrai. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai déjà énoncé à travers plusieurs articles.
Et c'est d'ailleurs assez comique de voir combien est détesté étrangement aujourd'hui Mohammed Ben Salman. La détestation est en réel proportionnelle au fait qu'il refuse de se plier aux injonctions des États-Unis. Bon, c'est une remarque à part. L'Arabie Saoudite est en train de vivre sa libération financière qu'elle est en train de réussir, grâce au réalisme, il est vrai, de Mohammed Ben Salman. Mais c'est en réalité grâce à un concours de circonstances, on va se dire les choses franchement, grâce à l'échec temporaire, je dis bien temporaire, des patriotes américains qui étaient au soutien de Donald Trump, grâce au sort des armes en Russie, parce que la façon dont l'Arabie Saoudite était poussée au pire par les États-Unis depuis des années, et tout ça est devenu tellement manifeste qu'effectivement aujourd'hui, la chance des Saoudiens, c'est de pouvoir sortir de tout ça. Certains vont jusqu'à dire, parce que tout le monde parle de la guerre au Yémen, mais ce que les gens oublient, c'est que c'est un dénommé M. Barack Obama, prix Nobel de la paix, qui a poussé les Saoudiens à faire cette guerre aux Yéménites pour des raisons de matières premières, toujours, et on impute l'assassinat du général Soleimani en Irak, c'était un brillant stratège militaire iranien, au fait qu'il allait rencontrer un émissaire saoudien dans l'éventualité d'un règlement de paix entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc il y a vraiment des choses qui sont en train de bouleverser ce monde, et je trouve dommage que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous, la France, nous ne soyons pas au rendez-vous. Absolument. Alors, on en vient à notre conclusion, Morad El-Attab. Vous indiquez que les Occidentaux, par excès de confort et d'orgueil, ont vendu leurs âmes au diable. C'est ce que vous dites dans le livre. À qui faites-vous référence? Qui est le diable aujourd'hui? Vous êtes terrible. Hein. Je ne pensais pas... je pensais pas avoir une telle question. Bon, bah, du coup, je vais devoir y répondre. Ça va fâcher pas mal de gens et en même temps, ça va éclairer, j'espère, beaucoup d'autres. Le diable ici, c'est Mammon, c'est-à-dire le culte du matérialisme dans l'Ancien Testament, qui n'est jamais sorti d'ailleurs, et l'Église chrétienne qui a oublié son rôle de garde-fou. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle 666 de Pierre Jovanovic, qui a une vision eschatologique très juste, parce que la référence de ce chiffre 666 est en réalité le matérialisme abusif que des prophètes juifs ont régulièrement reproché au clergé juif. Je m'explique. Il y a un cas très intéressant qui est public, hein, d'un brillant trader juif qui est devenu rabbin, qui s'appelle Yaron Reven. Les vidéos tantôt apparaissent, tantôt disparaissent, je pense que c'est pas anodin, qui dénonce tous ces abus qui ont été rendus coupables par des juifs qui se sont servis de la finance par le biais de l'usure. Et d'ailleurs, il explique très bien que malheureusement, ça sera le motif de futurs pogroms contre la communauté juive. Et je pense que ce dualisme, et j'en parle, il est vrai, dans le livre, à travers un chapitre qui lui est consacré, ce dualisme qui est très peu connu du grand public, au sein du judaïsme, et qui a pourtant toujours existé, est aujourd'hui au cœur de nombreux conflits, même en Israël. Et c'est pour ça que je crois que la chrétienté, elle l'a oublié, en tout cas la chrétienté occidentale, et beaucoup plus que la chrétienté russe, c'est-à-dire orthodoxe, et puis l'islam aussi, avec sa prohibition de l'usure, qu'il a beaucoup moins oublié. C'est pour ça que je crois foncièrement à une alliance islamo-chrétienne, à une alliance des femmes et des hommes de bien, aussi de ces juifs qui se sont rappelés les messages des prophètes,
Mais cette union de tous les croyants contre ce matérialisme sataniste et mondialisme qui doit être forgé, effectivement, voilà qui est le diable. Je ne m'attendais pas du tout à cette question, mais bon, voilà, je pense que c'est plus développé dans l'ouvrage, mais c'est un élément de réponse parce que là où vous avez raison, bon, c'est tout à votre honneur, un street reporter d'aller piocher, d'aller chercher les angles morts, c'est qu'effectivement on parle beaucoup de diable, on parle beaucoup de ce chiffre 170 sans savoir ce qu'il y a derrière. Donc effectivement, je vous remercie pour la question. D'accord. Merci en tout cas pour votre réponse. Et enfin, je poserai cette dernière question, puisque c'est assez présent dans votre livre. Quelles sont selon vous les solutions pour nous libérer de ce joug anglo-américain ? Ah, effectivement, c'est une bonne conclusion. Il faut connaître l'histoire. Il faut l'étudier. Ne pas avoir peur d'être clivant face aux idéologues. Comprendre au final que les vraies idées, force de notre époque, sont relativement simples. On est soit mondialiste, soit patriote. Je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative, surtout aujourd'hui. Et le mondialisme est anti-populaire, anti-étatique par essence. On le voit, il détruit les États, il détruit les nations. Il s'en prend au peuple pour les vampiriser. À moins d'être totalement fanatique et même satanique, on ne peut pas être en faveur de cette dynamique implacable et implacablement mauvaise, j'ai envie de dire. Et nous sommes, il faut le dire, nous sommes face à des fanatiques qui pensent faire le bien, mais qui en fait ont perdu toute connexion divine, toute connexion spirituelle. Et les conséquences, ce sont des phénomènes révolutionnaires comme ce que la France ou la Russie ont déjà subi, et je ne souhaiterais pas qu'ils les subissent à niveau, même si on en prend la pente, ou des guerres récentes du mondialisme. Je vous renvoie à la Syrie, je vous renvoie à la Libye, je vous renvoie à l'Irak, et je vous renvoie même à l'Ukraine. Et c'est à nous de commencer par être conscients de tout cela. Je pense vraiment que, après le sujet des sujets, il faut être honnête, et vous l'avez évoqué en filigrane dans vos questions, c'est la monnaie, le contrôle monétaire. Je veux dire, contrôle monopolistique des matières premières stratégiques, qui aujourd'hui est tenu par la finance anglo-américaine. Et je pense que l'absence de réflexion à ce sujet, nous allons payer gravement et chèrement les conséquences. Mais cela serait aussi, aujourd'hui, on a peut-être une opportunité, je crois qu'on a une réelle opportunité. On a une réelle opportunité si nous répandons la bonne parole. Et je crois que c'est à chacun de faire son travail, vous le vôtre, comme aujourd'hui, moi le mien, par l'écriture, qui est un travail presque, je le vois à travers vos questions, instinctif. C'est une question de survie. Et je conclurai, pour paraphraser Solzhenitsyn, dont je vous renvoie à un de ses ouvrages que je cite, qui s'appelle 2 siècles ensemble. Je suis trop faible pour m'opposer, moi tout seul, face à un système. Mais je peux au moins faire en sorte que le mensonge ne passe pas par moi. Voilà. Je ne suis pas un canal pour le mensonge. Et pour conclure, je crois que Street Reporter pourrait aussi largement prendre pour devise cette phrase de Solzhenitsyn où il se refuse de ne pas être un canal pour le mensonge. Voilà ma conclusion. Ah bah écoutez, c'est une très belle conclusion et nous sommes entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Morad El-Hattab, ça y est, nous arrivons à la fin de notre interview. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous pouvez vous procurer le livre Vladimir Poutine, le nouveau de Gaulle sur le site internet cerclearistote.fr. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.